Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. L'on dit que la corruption est un fléau enraciné dans les habitudes socio-culturelles des sociétés qui en souffrent. Certains approuvent ce postulat de départ. Ils sont généralement défaitistes et ont comme objectif au mieux de gérer la corruption comme une donnée structurelle. D'autres le désapprouvent et contrairement au premier, ils sont plutôt optimistes, proactifs et ne comprennent pas que l'on n'y arrive pas, à moins que le manque de volonté politique empêche justement d'atteindre cet objectif. Alors quand le chef du gouvernement reçoit cette semaine le nouveau président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption pour relancer la lutte contre le fléau, on a envie d'y croire, mais on se souvient aussi qu'on nous l'a déjà dit et redit 1000 fois. Depuis 2018, le Maroc recule dans les classements de référence. Transparency International nous classe 99e sur 180 pays. Le signal envoyé est celui d'une confiance publique qui s'effondre. Les annonces de cette semaine, comme la création d'une académie de la probité, d'un laboratoire national, de clusters numériques contre la corruption, sonnent plutôt bien. Mais la question n'est pas là. Le problème n'a jamais été le manque de structure. Il est dans le manque de courage politique. Oser publier les rapports, sanctionner les abus, protéger les lanceurs d'alerte, convoquer la commission nationale qui n'a pas siégé depuis des années, voilà ce qui est demandé au gouvernement et à son chef. Or, quand il ne fait rien de tout cela, eh bien la confiance est rompue. En février dernier, Transparency Maroc avait annoncé la suspension de sa participation à cette commission nationale de lutte contre la corruption, dénonçant, et à juste titre d'ailleurs, l'absence de toute convocation par le chef du gouvernement depuis 3 ans. Aujourd'hui, Aziz Arnouch rencontre donc Mohamed Ben Alilou. Est-ce le début d'un vrai sursaut politique ou bien la réédition d'une scène théâtrale qui a été trop jouée? Ce sont des questions que nous allons aborder ce matin dans les décodeurs avec Hicham Al-Abiad à ma droite, professeur universitaire. Bonjour Hicham. Bonjour Adil. Et Aziz Saïdi, mon confrère journaliste à ma gauche. Bonjour Aziz. Bonjour Adil, toujours un plaisir. Plaisir partagé. Alors, la question, la première, je viens de la poser. Est-ce que c'est le début d'un vrai sursaut politique ou est-ce que c'est une énième scène que nous avons déjà vue et revue à plusieurs reprises sans résultat tangible? Je commence par toi Aziz. En fait, tu as tout dit dans ton préambule, on n'a pas besoin de faire l'émission. Si, il y a quand même pas mal de choses à dire et à redire sur ce sujet. Bien sûr, et je pense qu'on a consacré pas mal d'émissions à ce sujet d'ailleurs, et puis surtout l'année dernière, on se souvient du départ précipité de monsieur Mohamed Bachir Rachdi. Absolument. Qui était en bisbille avec le gouvernement et qui justement dressait ce constat accablant qui était celui qu'en 2 décennies, alors qu'on voulait gagner 23 points, finalement on a gagné 1 point et sur l'indice de perception de la corruption, et que même il y avait sur d'autres volets, il y avait des reculs notables, notamment sur l'indépendance de la justice, l'indépendance de la presse, la liberté de la presse. Et l'indépendance aussi de la presse parfois, oui, c'est un problème qui se pose. Bah oui. Exactement. Et surtout, en fait, il avait dressé ce constat qui était accablant et qui avait un chiffre, qui était couronné par un chiffre, et celui de 50 milliards de dirhams. Qui reste une estimation, mais qui correspond aussi aux estimations des organisations internationales. En fait, on ne peut pas quantifier vraiment ou dire à peu près le coût de la corruption, mais généralement, c'est entre 3 et 6% du PIB. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, le chiffre avait été contesté par M. Fouzel Rja à l'époque, qui protestait contre ce chiffre. Et Mohamed Bachir Rachdi lui avait répondu que justement, c'était un calcul qui était fait, qui n'était pas partisan du tout et qui se basait sur les critères qui étaient ceux de la Banque mondiale et toutes les instances internationales qui s'intéressent à la question. Maintenant, oui, bien évidemment, on a envie d'y croire, parce que c'est un chantier qui est prioritaire et qui grève le développement du Maroc, mais qui grève surtout la confiance du Marocain dans les institutions. Et il y avait des chiffres qui étaient sortis, notamment par rapport aux entreprises, dans 63% des entreprises qui disaient que justement elles avaient une perception négative par rapport à ça, et que même 23% qui en avaient fait les frais, que ce soit par rapport aux appels d'offres ou par rapport au fait, et le pire dans tout ça, c'est que ces entreprises
ne sont pas enclines à dénoncer parce qu'elles ne croient pas vraiment en ces recours. Maintenant, justement, comme vous l'avez dit, on espère que c'est pas juste un effet communicationnel ou un effet médiatique et qu'il y a une vraie relance. Ça a commencé par la fameuse commission nationale qui ne s'est pas tenue durant tout ce mandat. 3 ans, c'était par rapport à l'année dernière. Donc depuis 4 ans maintenant, depuis septembre 2021. Exactement. On devait se réunir en principe chaque année. Depuis l'avènement du nouveau gouvernement. Chaque 2 ans. Ouais, je devrais vérifier, mais effectivement, ce qui est reproché. Ils doivent se réunir chaque année normalement, mais ça n'a pas été. C'est ce qui a conduit, c'est ce que je disais en préambule justement, c'est ce qui a conduit Transparency Maroc à en sortir justement parce qu'elle ne s'est pas tenue. Et effectivement, ça c'est ce qu'on peut éventuellement reprocher au chef du gouvernement qui n'a pas convoqué cette commission. Bon, aujourd'hui, il y a vraisemblablement une tentative de replacer au cœur des débats et des préoccupations et des priorités du gouvernement cette lutte contre la corruption. Comme tu as dit, comme je l'ai dit en préambule, on a envie d'y croire, mais on reste vigilant et on ne croit que les choses qui sont effectivement réalisées. Hicham Biad, j'ai fait une petite recherche hier pour voir effectivement le nombre de fois où on a évoqué ce sujet dans cette émission. Et de mémoire, tu étais quasiment présent à toutes les émissions où on a parlé de corruption. Exactement. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet entre les deux informations. S'il y a une sérendipité là-dessus. Ouais. Écoute, Adil, le sujet sur la corruption, à l'instant tu disais on doit rester vigilant. Peut-être tu le penses, mais tu l'as pas dit, on reste dubitatif. Parce que, généralement, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Donc, si j'avais envie de dire dubitatif, je l'aurais dit. Franchement, moi, j'enfonce le clou pour dire qu'on reste dubitatif. Ou alors c'est toi qui as envie de dire dubitatif, mais tu m'utilises comme un pont. Dubitatif parce que depuis le temps, on ne cesse effectivement de ressasser l'idée qu'on va lutter contre la corruption. Les chiffres sont là, les chiffres sont têtus. 3-5% du PIB, mon Dieu, on se tue pour dynamiser le secteur du tourisme. Vous savez combien le tourisme, avec tous les records dont on parle, il participe au PIB ? 6-7%. Donc l'équivalent de ce qu'on perd en termes de corruption, il y a un gisement en matière touristique qui est en face. Au lieu de créer des instances en plus, là on parle de l'académie de la corruption, mais à quoi ça va servir une académie de la corruption alors qu'on a déjà une instance de la probité, parce que la probité. La corruption n'a pas besoin d'académie. Pardon. Académie de la probité, mais à quoi ça sert effectivement vous avez des idées dans la tête ce matin. Former des gens, des experts. Alors l'idée, à quoi ça sert virer une académie de la probité alors qu'on a déjà une instance nationale de prévention, de probité, lutte contre la corruption. Les chiffres sont là, la réalité elle est là. Transparency Maroc l'a dit aussi dans son rapport, on est dans la présence. Juste par rapport effectivement, c'est parce que je l'ai dit moi aussi en introduction, donc on est d'accord sur ce point. Il me semble que ce qui est qui serait le plus efficace, c'est d'agir sur les organismes et les leviers qui existent déjà aujourd'hui. Déjà tenir comme le prévoit d'ailleurs la Constitution, la réunion de la Commission nationale contre la corruption. Mais bon, je vais quand même vous dire ce que vont apporter ces nouvelles structures annoncées. L'Académie marocaine de la probité et non pas de la corruption, elle est destinée, je cite, je reprends les éléments de langage de la communication officielle, à la formation et à la sensibilisation. Bon, la mise en place d'un laboratoire national de la probité pour développer les outils de détection et de prévention. Et puis les clusters d'innovation numérique, et là j'aimerais avoir ton avis par la suite, Aziz, sur cette question, c'est pour la transparence et le reporting public. Donc voilà ce qui est annoncé. Après, ça reste des annonces ou des effets d'annonce, mais voilà à quoi vont servir ces structures qui ont été créées. On est en train de surfer sur la vague pour dire effectivement, on est en train d'installer un changement par rapport à ce qui se passe. Je veux pas être esprit chagrin pour reprendre ton expression de beau matin, mais il faut se rendre compte qu'on a normalisé avec la corruption dans notre société et les chiffres de Transparency ne montent pas. C'est une réalité qui est là. 50 milliards de dirhams
chaque année effectivement qu'on dilapide. Les citoyens lambda se rendent compte qu'il y a de l'argent du contribuable qui est dilapidé, il y a de la corruption, il y a des détournements de fonds, il y a des abus de position dominante, il y a des conflits d'intérêts. C'est ça. Et il y a des positions de rente. Tout ceci effectivement fait partie de la corruption. La corruption, c'est pas le bakshish qu'on va passer à droite et à gauche ou de l'argent qu'on va sale, qu'on va voir à droite et à gauche. C'est une réalité qui est beaucoup plus transversale, qui est beaucoup plus tentaculaire. Et s'il s'agit de prendre le taureau par les cornes, il s'agit d'être dans une attitude de type tolérance zéro. Si on veut vraiment avoir la crédibilité auprès des instances internationales, auprès des agences de notation, dernièrement Standard & Poor's effectivement a redoré le blason du Maroc pour dire effectivement en termes de sa notation investment grade, on a été effectivement reclassé positivement, mais il me semble qu'il y a un travail en profondeur à faire, un travail réel, un travail j'allais dire viscéral justement pour aller chercher cette corruption. On sait où elle est cette corruption, on sait comment la traquer, on sait comment finir avec, mais je crois qu'il y a un manque de volonté politique, il y a un manque d'engagement, il y a une complicité, je vais le dire comme ça, une complicité de certaines parties prenantes qui trouvent leur bonheur effectivement dans la situation actuelle et ils ne veulent pas changer le statu quo. Aziz, sur le timing de cette rencontre entre Aziz Akhannouch et Mohamed Ben Ali, le nouveau président de l'instance, comment on peut l'interpréter dans le contexte actuel, politique, économique, social, etc. Je pense que ça s'inscrit dans une logique de réponse d'abord royale puis gouvernementale aux manifestations qu'on a vu fin septembre et début octobre de la Gen Z et je pense que ça participe de ça et à mon sens si ça s'inscrit dans cette logique c'est bien parce que quelque part il faut impulser les choses et d'ailleurs moi juste pour un mot par rapport à l'Académie de la probité ou des choses comme ça c'est une instance qui va être qui aura pour rôle de produire le matériel pédagogique ou des choses comme ça, c'est tant mieux, mais par contre les vraies recommandations c'est par rapport aux lois et par rapport à l'arsenal juridique législatif qu'il faut pour justement traduire cette volonté politique de lutte contre la corruption dans la réalité et surtout pour que justement les recours soient efficaces, pour que les lanceurs d'alerte soient protégés, pour que la culture, j'ai envie de dire la mentalité change. Il faut qu'il y ait des signaux. Je préfère le terme mentalité que culture, parce que quand on pense qu'effectivement, certains estiment, à raison ou à tort d'ailleurs, franchement j'ai pas une idée arrêtée sur la question, que la corruption dans certaines sociétés est éminemment culturelle. Ce que je pense pas, mais certains estiment que certaines sociétés sont culturellement, entre guillemets, prédisposées à entretenir le fléau de la corruption et ont du mal à lutter contre. Oui, mais entre culture et mentalité, moi je vous l'avais cité cet exemple l'année dernière, je vais le reciter, c'est celui de Lee Kuan Yew à Singapour qui justement face à un pays qui a été même été rejeté par la Malaisie à cause de ses défaillances économiques et de cette mentalité ou de culture de corruption, lui il est avec l'idée que il avait expliqué que pour laver les escaliers, il fallait commencer par le haut et qu'il fallait être très intransigeant avec les responsables, tout en, par exemple, leur donnant peut-être des salaires qui soient du même acabit que ce qu'il y a dans le privé, mais en tout cas être intransigeant sur ça. Et je pense que je pense pas que ça soit inscrit dans une culture marocaine ou c'est ça. On a une mentalité. Par contre, il y a un effet d'exemple aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on a un phénomène qui se généralise ou qui se quasi généralise, ça devient, il y a un basculement des valeurs et ça devient normal quelque part. Et d'ailleurs, on en plaisantait la dernière fois par rapport aux élus qui sont touchés par des questions de corruption ou des questions de dilapidation de deniers publics et les affaires sont vraiment c'est des dizaines et des dizaines d'affaires et ça traduit en fait le phénomène ou l'ampleur du phénomène. Donc à mon sens, oui, bien évidemment qu'il faut. C'est un chantier qui est prioritaire.
qu'il soit relancé, tant mieux, mais qu'il soit relancé avec sérieux et surtout avec un certain courage politique pour en venir à bout. On va marquer une pause avec le journal de 8h30 et on va poursuivre le débat juste après, toujours avec Aziz Saïdi et Hicham Labid. À tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Hicham Labid et Aziz Saïdi. On parle aujourd'hui de la lutte contre la corruption, puisqu'une réunion a eu lieu cette semaine entre le chef du gouvernement et le tout nouveau président de l'instance nationale de la prévention et de la lutte contre la corruption pour, je cite, relancer la lutte contre ce fléau. Et c'est l'occasion pour nous, effectivement, de faire le point sur cette question que nous avons abordée d'ailleurs à plusieurs reprises. Et c'est vrai que ce qui attire l'attention souvent quand on parle de ce sujet, c'est l'impact et le coût de la corruption dans une société, dans un pays comme le Maroc. Alors on ressort les mêmes chiffres quasiment tout le temps. On parle de 3 à 5 à 6% du PIB national, 50 milliards de dirhams que l'on perd chaque année à cause de la corruption. Et l'idée ou ce qui serait pertinent comme discussion, c'est de savoir quelles sont les bonnes pratiques en la matière pour résoudre une bonne fois pour toutes cette question. Alors je ne sais pas s'il y a effectivement des exemples à donner ou à partager de certains pays qui ont réussi, mais est-ce que vous pouvez identifier peut-être, Hicham Labid, des points clés, des éléments clés à privilégier lorsqu'on parle d'une stratégie de lutte efficace contre la corruption? Ça commence par quoi? Au-delà de la prévention et des messages pédagogiques et de la communication qui doit être là effectivement, mais on le sait très très bien, c'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait selon toi pour que cette lutte soit efficace et rapidement? Rappelons que l'IPC, l'indice de perception de la corruption de Transparency, s'intéresse au secteur public. Il me semble, pour répondre à ta question, la première des choses, c'est la déclaration de patrimoine. Tout d'abord, quelqu'un qui va prendre les rênes d'une institution publique, d'une entreprise publique, il doit déclarer effectivement ce dont il dispose, et pas seulement à son niveau, mais aussi de son entourage, parce que assez souvent, il y a des détournements, mais qui se fait sur le compte de l'épouse, des enfants, de la belle-mère, etc. Ça, c'est très important. Et maintenant, avec la digitalisation, avec l'IA, il y a possibilité de le faire. Comme on dit, doigt dans le nez, c'est pas sorcier de mettre en place un dispositif de déclaration de patrimoine. Après, bien entendu, l'élément dont on parle souvent, c'est la reddition des comptes. À chaque fois qu'il y a une responsabilité qui a été accordée à quelqu'un, derrière, il doit y avoir le suivi. Il doit y avoir aussi la concrétisation du suivi. Toujours, on le dit, la Cour des comptes, elle fait effectivement le travail qu'il faut. On sort des rapports. Il y a effectivement des poursuites qui sont engagées. La dernière fois, on a parlé effectivement de 30 députés. Moi, je me rappelle très bien de ce qu'a dit notre ministre de la Justice. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il a dit, donnez-moi une semaine, je mettrai tous les présidents de communes derrière les barreaux. C'est révélateur de la situation. Quand le patron du département de la justice dans notre pays ose dire ça, c'est qu'il y a un malaise, c'est qu'il y a un gros problème. Et soyons honnêtes, il y a véritablement une gangrène qu'il s'agit effectivement d'aller chercher au fond et des mécanismes. D'ailleurs, lui-même, il était contre l'histoire effectivement de l'enrichissement, du projet de loi pour l'enrichissement contre l'enrichissement illicite. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Autant on peut dire que la justice fonctionne bien puisqu'il y a une poursuite contre des députés, autant l'arsenal législatif n'est pas suffisant ou n'est pas suffisamment opérationnel justement pour aller chercher justement cette chasse aux sorcières justement par rapport à la corruption qui est devenue, et je reprends l'expression de Transparency, qui est devenue systémique chez nous. Elle est devenue endémique. Et donc la question de la sensibilisation, de la culture de la dénonciation et là encore je reviens vers notre ministre de la Justice, dernière fois aussi, il a enlevé cette possibilité à certaines associations, dont la société civile, de pouvoir être des annonceurs d'alerte. Ça encore, ça. Donc s'il s'agit de faire quelque chose contre la corruption, c'est par là qu'il faut commencer. Une académie de la probité pour donner les outils. Je crois que l'INPPLC a déjà les outils qu'il faut. On a même assisté du temps de Bachiri, effectivement, Rachidi, effectivement, à un élargissement des prérogatives. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir agir et
et agir rapidement. Maintenant, mais dans sa dernière année, je crois que de son budget, le budget destiné à l'instance a été diminué de quelque chose comme 20%. Et ça a été perçu par certains comme une sanction contre celui qui a osé, entre guillemets, publier un rapport annuel, ce que fait chaque année l'instance, pour dire tout simplement la vérité, à savoir que les objectifs qui étaient fixés dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption n'ont pas été atteints. Et la troisième, si tu permets, juste la troisième résolution, il me semble, c'est donner cette neutralité, cette indépendance à cette instance. La laisser libre, effectivement, d'agir selon les directives de la Constitution. Elle doit être capable d'agir et, effectivement, faire valoir ses droits. Mais c'est pas ça le problème. Elle est indépendante. Constitutionnellement, mais dans les faits, Adil. Ouais. Elle est indépendante constitutionnellement, mais le problème, il ne se pose pas au niveau de l'instance, il se pose au niveau de la volonté politique. Et là, je me tourne vers toi, Aziz, pour avoir une réponse à une question très simple. La question, il faudra la poser au chef du gouvernement, mais il n'est pas là, donc je te la pose. Pourquoi, selon toi, la Commission nationale de lutte contre la corruption n'a pas été réunie depuis, effectivement, 2021, alors que c'est la responsabilité du chef du gouvernement de la réunir? Et qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui de la réelle volonté politique de faire de cette lutte contre la corruption une priorité? Est-ce que c'est une priorité, selon toi? Quand on ne réunit pas la commission nationale, ça veut dire que c'est pas une priorité. Et là, au moins, on est gentil. On dit juste que c'est pas une priorité. Et c'est très grave parce que à mon sens, c'est un vrai nœud et c'est un vrai problème qui grève tout le non seulement le développement de l'économie marocaine, mais surtout, comme on le disait, la confiance des Marocains dans les institutions. Donc c'est quelque chose qui est très important. Alors encore une fois, l'instance elle est indépendante, mais elle doit être soutenue. Parce que il faut qu'il y ait une volonté politique globale pour pouvoir avancer. Parce que l'instance, elle a un rôle consultatif. Elle ne fait que dresser le bilan et donner des recommandations. Maintenant, c'est à l'exécutif de prendre en charge ces recommandations et de le mettre en œuvre. Donc, à mon sens, le problème, il reste là. C'est un problème de volonté politique. Et d'ailleurs, quand on voit que la justice, quand on lui donne les dossiers, elle les traite. Et quand elle les traite dans le cadre de la loi à jour. Et voilà, maintenant, elle ne peut pas aller au-delà. Par contre, la volonté politique, c'est ça qui peut nous permettre de donner des signaux forts à travers des lois et à travers des initiatives qui permettent justement de changer ces mentalités. J'avais envie aussi de parler d'un sujet qui est aussi important c'est la digitalisation, parce que c'est un levier qui peut être très très important pour la lutte contre la corruption. Justement, je voulais te poser la question tout à l'heure, dans le cadre de ce qui a été annoncé cette semaine. Alors on parle de cluster d'innovation numérique pour la transparence et le reporting public. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, selon toi, et comment ça peut se matérialiser concrètement dans une stratégie de lutte efficace? D'abord, un cluster, c'est une sorte d'instance qui réunit plusieurs intervenants, que ce soit des intervenants étatiques ou des entreprises ou des associations qui adressent le même sujet. Là, en l'occurrence, la lutte contre la corruption. Mais à mon sens, avant le cluster, parce que le cluster, il va travailler sur des solutions concrètes, sur des choses à développer. Mais par contre, avant ça, il y a un problème de digitalisation, mais même de bancarisation, même de lutte contre le cash. Moins il y a de cash, plus la corruption devient difficile. Plus les procédures sont digitalisées, plus le e-gov est à jour, moins il y a de possibilités de contourner. Ouais. Parce que la corruption, c'est pas je t'envoie un virement et des choses comme ça. On se tape dans la main. On se tape dans la main et c'est des dessous de table, c'est des choses comme ça. Donc ce que tu dis, c'est que si on arrive à limiter au maximum entre guillemets, le contact humain dans les procédures et on réduit le nombre d'intervenants dans une procédure par exemple, le résultat automatique de cela, c'est un impact positif sur le niveau de corruption. Au moins, parce que ça garantit au moins la transparence. Quand c'est digitalisé et que, par exemple, il y avait une très belle expérience qui avait été menée par le ministère de la Justice, qui était celle des suivis des affaires à travers une application. Quand on voyait le suivi, elle est chez qui, chez quel juge, dans quel machin. Déjà, ça enlevait un truc. Parce qu'avant, il fallait aller au tribunal, il fallait demander à quelqu'un, et peut-être que ce quelqu'un, il a d'autres intérêts, il va essayer d'avoir lui aussi son bac chiche pour pouvoir. Donc, plus en fait ces procédures sont
public, digitalisé. Chacun peut rentrer et voir les choses. Même, je parle d'appel d'offres, je parle de, normalement, ça devrait descendre jusqu'au niveau des communes et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est important parce que comme on le disait, par rapport à ça, ce chantier de digitalisation et de transparence et d'accès à l'information, comme on en avait parlé aussi pas mal de fois, et on a quelques instances ou des institutions ou des offices qui sont vraiment très à jour, et par contre on a un nuancier où on a d'autres quand ils ont un site internet, c'est déjà un exploit. Donc il faut travailler. Je pense que ce chantier de la digitalisation e-gov est aussi un levier très important. Bien évidemment, rien ne se fait sans volonté politique, parce que l'outil, c'est intéressant, mais au-delà de l'outil, il faut qu'il y ait il faut qu'on soit tous d'accord sur le diagnostic, sur la marche à tenir. Et je pense que même dans le rapport de l'année dernière de l'instance nationale de la probité, on avait parlé aussi d'harmonisation des actions et aussi le fait, parce que les recommandations, il y en avait certaines qui étaient prises en compte, mais elles étaient prises en compte de manière séquentielle, elles étaient prises en compte sur certains aspects et pas sur d'autres, et ça faisait que la mise en musique n'était pas bonne. Et je pense que vu l'importance de ce chantier de lutte contre la corruption, c'est quelque chose qui doit être ça doit être un élan général, j'ai envie de dire. C'est vrai que ce n'est pas que la responsabilité d'un département ou du chef du gouvernement, c'est une responsabilité collective, parce que la corruption concerne tous les secteurs par défaut et tous les domaines. Et d'où la nécessité effectivement que ces initiatives ou ces politiques convergent vers une seule et même politique. On parle des responsabilités aujourd'hui, et c'est vrai que on pointe du doigt, et à juste titre, la responsabilité première qui est celle de l'État et des responsables politiques, parce que c'est eux qui insufflent la volonté politique pour lutter efficacement contre la corruption. Mais le citoyen dans tout ça, est-ce que les gens ont aussi une responsabilité, les Marocains du quotidien, ont une responsabilité aussi dans le constat qui est le nôtre aujourd'hui, à savoir que la corruption est une donnée systémique, est un fléau, parce que pour qu'il y ait une opération de corruption, il faut un corrupteur et un corrompu. Oui, absolument. Alors, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, on tape sur les institutions étatiques et sur les responsables gouvernementaux, mais peut-être que si les gens d'eux-mêmes, pour n'importe quelle procédure, pour n'importe quelle action, s'obligent ou se refusent de jouer le jeu de la corruption, peut-être que ça peut changer la donne. Oui, c'est une complicité collective. Tout le monde a sa part de responsabilité dans ce qui arrive, autant les institutions que les citoyens. La société civile dont je parlais tout à l'heure, qui doit jouer son rôle par rapport à la sensibilisation, par rapport aussi à la dénonciation, qu'on essaye de museler peut-être, mais qui doit, malgré tout, effectivement faire valoir son droit à la parole, insister sur le rôle qu'elle joue justement pour dénoncer, pour sensibiliser, pour pousser. Tout à l'heure, on a parlé de culture. Moi, je suis d'accord sur le fait, effectivement, il y a une culture qui est perméable à cela. Il y a un processus, les sociologues parlent de processus de socialisation. Cette normalisation dont j'ai parlé au début pour dire qu'on trouve que c'est normal, effectivement, de corrompre et d'être corrompu. Ça vient pas du néant. C'est un processus de socialisation. C'est que ça a pris des années, voire des décennies, où on est effectivement de fond en comble dans cette corruption. Et on a fini par systématiser, par normaliser cette corruption. Et c'est devenu quelque chose de normal. Et que il y a même certains qui disent que si dans certains secteurs la machine économique marche, c'est qu'il y a de la corruption. Vous voyez, il y a des gens qui sont partis même très loin pour dire si vous arrêtez la corruption, vous arrêtez l'économie. Et ça, c'est extrémiste, je trouve, effectivement, comme réflexion. Non, mais ça, c'est surtout des gens qui n'ont pas intérêt à ce que la corruption disparaisse. Justement, qui ont intérêt... justement, parce que c'est des gens qui profitent du système, qui profitent de ce qui existe. C'est pour ça qu'il va falloir, que la société civile agisse, et on lui donne les moyens et le périmètre pour qu'elle agisse. Deuxièmement, que ce processus dont parle à juste titre effectivement Aziz par rapport à la digitalisation, moi je trouve que c'est la voie royale justement pour aller vers plus de traçabilité. Parce que la transparence veut dire, parce que la digitalisation veut dire transparence, veut dire traçabilité. Tout ce qui se met effectivement en ligne dans un réseau, on arrive très rapidement à savoir d'où ça part et vers où ça va aller. Et donc, accélérer le processus et accompagner aussi par de la formation, accompagner aussi par des mesures, parce que il y a, ce qu'on constate dans le giron du public, c'est qu'il y a toujours des réticences au changement.
il y aura toujours des fonctionnaires qui vont vous dire c'est compliqué, venir avec un logiciel. Pas avec que dans le public, je vous rassure. Non, mais ça s'étend même au privé. Je dis au public parce que l'IPC, justement, c'est pour le secteur public. Donc le vrai problème, il est là, quoique, effectivement, dans le domaine du privé, il y a aussi, et Aziz l'a dit tout à l'heure, il y a des entreprises qui ont été lésées à cause justement de la corruption, qui ne trouvaient pas effectivement nécessaire d'aller en justice parce que peut-être ça n'ira pas très loin, etc. On va marquer une pause et on reprend le débat après le journal de 9h. À tout de suite. Suite F1 des décodeurs d'Atlantique matin, toujours avec Aziz Saïd et Hicham Labied. On poursuit notre débat du jour sur la lutte contre la corruption. Et c'est vrai que c'est un sujet qui refait surface. Certains le présentent comme étant une priorité à nouveau pour le gouvernement. Et tout cela intervient dans un contexte politique particulier. Nous sommes à moins d'un an maintenant des prochaines législatives. Et c'est vrai que c'est un sujet qui sera à coup sûr au cœur des débats lors de la campagne électorale. Je me tourne vers toi, Aziz. Qu'est-ce que tu penses justement encore une fois, de cette question de timing, de reprioriser la lutte contre la corruption dans le contexte actuel, avec le contexte social, économique et politique, etc. Et puis aussi, quel pourra être le rôle des jeunes qui veulent changer la donne, qui veulent renverser la table et qui ont, si j'ai bien compris, la possibilité de le faire avec notamment toutes les mesures qui ont été annoncées lors du dernier Conseil des ministres pour agir activement sur la scène politique et faire en sorte que ce qui n'a pas été réalisé ou fait au cours des dernières années puisse être réalisé avec eux, peut-être aux commandes du pouvoir politique. On avait dit que ce chantier avait besoin de volonté politique, mais la volonté politique, elle vient par la mobilisation populaire. S'il y a une pression populaire pour faire avancer, c'est la meilleure garantie pour que ça puisse avancer. Et comme on l'a dit, cette réponse et cette repriorisation de la lutte contre la corruption vient dans un contexte où on a des réponses institutionnelles à des doléances qui ont été portées par les jeunes de la génération Z et au-delà, mais en tout cas ils ont été remis sur la table par ça, parce que justement au-delà de la santé et de l'éducation, il y a ce slogan de lutte contre la corruption, Isqat al-Fasad, qui est quelque chose qui est central, et je pense que c'est quelque chose qui était là c'est pas nouveau. Tous les mouvements sociaux ont adressé cette question. Maintenant, je pense pas, comme vous l'avez dit, ce gouvernement, il a 4 ans déjà d'exercice. Je pense pas que lors de la dernière année de leur mandat, il va y avoir des changements fondamentaux. Par contre, c'est un momentum où on peut gagner quelques points en attendant justement une vraie réponse institutionnelle. J'espère que justement les partis, les jeunes, tous ceux qui vont se présenter vont mettre ça en tête des priorités pour pouvoir trouver une sorte de consensus national sur la chose. Et je reviens sur ce qu'on disait avant le JT. C'était par rapport au fait que tout le monde est responsable de ce point de vue-là. Tout le monde est responsable. Je voulais poser la question aussi sur le citoyen, les entreprises. Des citoyens. Bien évidemment c'est difficile d'en vouloir à un patron de PME qui galère pour avoir des marchés et qui voit que ses concurrents, grâce à des petits billets, arrivent à avoir des marchés et lui non. Il peut pas rester tout seul dans la probité et les autres dans la corruption. Ouais. Donc quelque part c'est anticoncurrentiel. Mais dans ce cas-là, chacun se renvoie exactement. Et même il en va de même pour le citoyen qui, par exemple, pour avoir un document ou pour avoir des choses, il voit que s'il donne un billet, ça va se faire dans l'heure. S'il ne donne pas un billet, il va y avoir des va-et-vient pendant des semaines. À mon sens, il faut adresser le problème dans sa globalité et faire que faire que ce soit les citoyens ou les entreprises ne soient pas défavorisés parce qu'elles respectent la loi. Et ça, il y a des... c'est l'inversion totale des valeurs, parce que dans un monde normal et idéal, il faut récompenser les bons élèves. Il faut récompenser les bons éléments. Or, c'est vrai que de facto, dans notre société, celui qui essaie de rester
dans les règles de l'art et dans la règle de la probité, de la lutte contre la corruption, c'est lui qui se retrouve malgré lui sanctionné par sa probité. C'est vrai que c'est pas normal et ça pousse certains effectivement à passer de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer ces mécanismes de dénonciation et de recours. Il y a de très belles expériences qui ont marché. Hein. C'est la fameuse ligne verte qui est pas très bien utilisée, qui est trop utilisée. Parce que c'est vrai qu'il y a des cas où la procédure a abouti sur la sanction de celui ou celle qui a demandé. Ça permet même de faire des flags. Hein. C'est ça quand la police judiciaire prend la chose en main et le monsieur ou la dame qui a dénoncé, on lui dit vas-y, tu continues et nous maintenant ça y est, c'est déposé, donc on va suivre et ça permet d'avoir des flagrants délits. Il faut renforcer en tout cas ces mécanismes de recours et il ne faut pas que ceux qui dénoncent, là on parle de citoyens, mais qui dénoncent dans une instance ou dans une office ou qui dénoncent des choses qui ne sont pas très catholiques, qu'ils soient eux sanctionnés. Au contraire, il faut les protéger, il faut renforcer les mécanismes de recours. De toute façon, on ne peut pas faire sans. Oui, on ne peut pas faire ça, effectivement. Hicham, oui, renforcer les recours, bien entendu. Moralisation, pour revenir sur la question par rapport aux élections, parce qu'il me semble que ça s'inscrit dans ce contexte, cette j'allais dire fuite en avant, cette repriorisation, comme on disait tout à l'heure, de la question de la lutte contre la corruption, parce que on part du principe que les élections sont souvent une foire d'empoigne où la corruption prend une place prépondérante. L'idée de digitaliser, il y a même des propositions maintenant pour des votes électroniques. Ça peut éventuellement ouvrir... Non, vous savez, le vote électronique, ça ne garantit pas vraiment la transparence. C'est une piste à creuser. Donc, dans le sens, peut-être plus de transparence, plus de praticité, on va dire, dans l'acte de voter, Certaines élections aux États-Unis, en France, je me rappelle très bien, on a eu recours à un vote électronique. Certains estimaient que des votes ont été bidouillés justement grâce à l'outil technologique pour favoriser tel ou tel candidat. C'est l'argument favori de Trump. Hein. Je n'ai pas pensé à lui forcément, mais je pensais à l'élection de Bush. Oui, ça revient aux fameuses machines à vote de Floride. Absolument. Donc, disons, il y a des mécanismes, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à la ligne verte, numéro vert. Je la rappelle d'ailleurs, parce que c'est vrai que, j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas assez utilisée. Au lieu de subir les conséquences de la non-participation à un acte de corruption, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est déjà appeler et essayer par vous-même, justement, pour voir où cette opération peut mener. Alors, le numéro vert qui est mis à la disposition des uns et des autres pour dénoncer un acte de corruption, c'est le 05 37 71 88 88. Voilà, il est facilement trouvable et chacun peut l'utiliser pour ne pas participer à la corruption dans ce pays. Donc, pour revenir à la question, en économie, on dit souvent la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et donc, quand vous avez des mauvaises pratiques qui se sont installées, qui ont trouvé le terrain fertile, forcément venir prêcher la bonne parole et dire effectivement qu'on est dans la probité peut paraître effectivement nager à contre-courant. Donc il faut encore une fois revenir sur un système de valeurs qui puisse encourager justement la probité, qui puisse promouvoir la probité, qui puisse redorer le blason effectivement de ces valeurs, parce qu'on l'a dit la dernière fois, on assiste à une faillite du système de valeurs chez nous. Quelqu'un qui bataille, quelqu'un qui cherche effectivement à chercher la méritocratie là où il est, forcément il est contré et on a vu ça. Je me rappelle très bien de feu Louafa au ministère de l'Éducation nationale. Il est venu effectivement traquer les professeurs qui faisaient pas leur boulot correctement, qui s'absentaient pour aller assurer des cours dans le privé et à un moment donné il a senti effectivement courir derrière des moulins à vent et ça donne une idée encore une fois si besoin était par rapport à la culture prégnante. Donc lutter contre la corruption, c'est sensibiliser, c'est aussi faire en sorte que l'intelligentsia chez nous au Maroc s'oppositionne par rapport à cela. Où est le rôle des intellectuels marocains par rapport à cela? Est-ce que vous avez déjà vu des intellectuels marocains sortir dans des supports médias, à la télé, à la radio, promouvoir justement ces valeurs-là? C'est pour ça que je dis il y a nécessité qu'on revoie notre système de valeurs, que nos intellectuels jouent leur rôle, que
que les universitaires que nous sommes jouons un rôle aussi, pas uniquement dans des tribunes comme ça, mais aussi à l'université, là où les étudiants sont au processus de formation. Écoutez, venez à l'université, venez voir effectivement ce qui se fait. Il y a toujours des réticences, il y a toujours des blocages, il y a toujours une culture qui va vous dire vous n'êtes pas réaliste, vous n'êtes pas pragmatique, vous êtes beaucoup plus dans la théorie, dans des histoires philosophiques qui collent pas à la réalité. La réalité, c'est qu'il faut être dans la corruption pour pouvoir faire avancer les choses. Et ça, c'est une culture qui j'ai demandé à ChatGPT de me donner des exemples concrets de bonnes pratiques à l'international dans certains pays où certaines mesures ont été efficaces, pertinentes dans les contextes respectifs des pays concernés. Alors, quelques exemples comme ça que je me permets de partager. Par exemple, à Hong Kong, on a le modèle à 3 volets, prévention, répression, éducation. Et le terme répression est manque souvent chez nous, parce qu'on est très fort pour la communication. Je me rappelle très bien de la campagne de communication Lali Rachwa, c'était quand j'étais jeune. C'était bien fait. Mais quand vous avez la communication, la pédagogie, mais pas la reddition des comptes au bout, ça n'a pas grand-chose. Alors, ce modèle à Hong Kong a été crédité d'une baisse durable de la corruption depuis les années 1970 et d'une forte montée de l'indice de confiance publique qu'ont les Hongkongais envers leurs institutions. Un autre exemple très intéressant, aux États-Unis, et ça pour le coup, ça pourrait nous donner des idées, c'est de protéger et le cas échéant, récompenser les lanceurs d'alerte. Alors aux États-Unis, par exemple, ça s'appelle le False Claims Act, plus de 78 milliards de dollars cumulés depuis 1986 et le partage d'une partie des montants collectés avec les lanceurs d'alerte. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, oui. On va créer de la compétition dans la lutte contre la corruption. C'est la carotte. Non, mais il y a pas mal d'exemples comme ça. Ce que je veux dire, c'est que il s'agit pas de dupliquer ce qui se fait ailleurs, mais déjà de se mettre d'accord autour des éléments clés. Communication, pédagogie, très très bien, on est très fort là-dessus, il faut renforcer ce volet-là, mais il faut surtout agir là où le bas blesse. Et là où le bas blesse, c'est la répression et, j'aime pas le terme répression, mais plutôt la reddition des comptes. Celui qui a fauté, qu'il réponde de ses actes. Et ça, parfois, ça manque. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Oui, et je vais ajouter à ça un truc qui est important. On est dans un moment qui est assez spécial et on sait qu'il y aura une élection d'ici moins d'1 an. Et justement, on a parlé des élus qui sont poursuivis ou qui sont condamnés. Mais faut pas oublier que dans le processus électoral, il y a aussi des problèmes. C'est-à-dire que ceux qui sont montés qui ont eu leur siège grâce à de la corruption, en corrompant les citoyens, et encore une fois, la responsabilité est commune, parce que le citoyen qui prend 200 dirhams pour sa voix, il abandonne quelque part ses droits. Et donc, en fait, moi, je suis pas contre la répression, quand elle est méritée, mais par contre, je suis aussi, surtout pour la prévention. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour garantir des élections qui soient 100% propres ou pour que justement on arrive à faire à différencier l'ivraie du bon gré, à ce que justement ceux qui ont les responsabilités soient ceux qui le méritent et non pas ceux qui ont acheté leur voix. Et ça on peut travailler sur c'est du domaine du ministère de l'Intérieur, bien évidemment, mais on peut travailler sur plein de paramètres par rapport à ça. On a parlé de la déclaration de patrimoine. On peut aussi cloisonner les règles de financement de campagne. Il y a beaucoup de choses. Et il y a surtout aussi le jour de vote avec les observateurs, renforcer le rôle des observateurs, renforcer tout ce qui est même autour des bureaux de vote, parce que c'est généralement là où ça se passe au dernier moment. C'est là où les fameux gars qu'on a vus en 2021 qui
sortait avec la capture d'écran du vote et qu'il y avait le billet par rapport à ça. Et donc, à mon sens, si on commence par là, on commence par avoir des élections vraiment exemplaires, ça peut être un signal fort et nous donner des responsables qui, eux aussi, vont aller vers des choses plus exemplaires. Hicham, le mot de la fin. La proposition aux États-Unis me semble très très intéressante, effectivement. Ah oui, dès qu'il y a un petit billet à se faire quelque non mais c'est dans le sens effectivement d'encourager les citoyens effectivement à dénoncer. Par contre, il me semble qu'il s'agirait aussi d'accompagner le processus par la protection de l'anonymat et la protection des témoins. Et de l'autre côté, en face, pour vraiment rendre à César ce qui est à César, éviter les abus. Parce que là, effectivement, quand il y a de l'argent, peut-être des pseudo-citoyens vont dénoncer d'autres de façon abusive. Et je crois que ça justifierait peut-être la prise de position de M. Rouy par rapport à la société civile en termes de dénonciation. C'est qu'il y a risque, effectivement, d'abus. Donc là, encore un point de vigilance par rapport à cet abus qui peut éventuellement biaiser justement le jeu et peut-être... rendre toxique justement cet exercice démocratique qui est la dénonciation effectivement de la corruption. Oui, Aziz, un dernier mot. Un dernier mot par rapport, on a parlé des lanceurs d'alerte, mais il y en a qui normalement c'est leur métier, c'est la presse, et notamment le journalisme d'investigation. Et c'est quelque chose, c'est un levier aussi très très important. Certains esprits chagrins disent que le journaliste d'investigation c'est un pléonasme. Ben oui, je suis d'accord, mais bon, on connaît le métier, il y a le journalisme desk, qu'on appelle desk, c'est-à-dire traiter les dépêches, voir les agences, les gouvernements. Il y a toutes sortes de journalisme, mais le journalisme d'investigation est le cœur même du journalisme. C'est de là, c'est la palissade. Exactement. Et à mon sens, il faut renforcer parce que les journalistes qui font des enquêtes, on le voit, qui font des enquêtes sur des choses qui dénoncent, c'est une richesse. C'est un levier de développement important et malheureusement, force est de constater que le journalisme d'investigation, il a un peu reculé au Maroc ces dernières années. Très gentil, il a reculé, il est en chute libre. Oui, mais bon, c'est comme ça. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. C'était un plaisir d'échanger, de débattre avec vous sur ce sujet. Merci à Aziz. Merci beaucoup à Adil. J'allais te dire à la prochaine, mais je suis pas sûr. Merci. Merci à Adil. Karim Droné prend le relais pour la suite des programmes avec un journal détaillé en langue française. À tout de suite. Atlantique Matin. 7h-10h avec Adil Abdel.